Merci beaucoup Philippe-Antoine et merci Thomas pour, m'avoir invité à participer à cette série de séminaires. Bon vraiment je suis très, très heureux, de faire cette présentation aujourd'hui et de participer à ça. Donc vraiment merci beaucoup. Alors effectivement, comme l'a très bien expliqué Philippe-Antoine, moi, je vais plutôt me concentrer sur la relation cœur-cerveau et le rôle de cette relation dans la cognition. Alors je vais revenir un peu sur ce terme parce que c'est un thème qui est un peu ambigu, la cognition. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est concrètement? Et aussi le rôle de la variabilité du rythme cardiaque qu'il peut y avoir dans, les processus cognitifs, justement. Et derrière, utiliser cette respiration, donc cette application finalement en termes d'améliorer la variabilité du rythme cardiaque dans la cognition et voir quels bénéfices on peut en tirer. Alors, donc je vous propose de directement plonger droit au cœur du problème. Alors oui, c'est un sujet qui se prête beaucoup aux jeux de mots, donc il risque d'y en avoir quelques-uns ici et là, donc faut les repérer, quoi. Donc au cœur du problème, pour moi, la question de recherche qui, moi, m'intéresse, c'est de comprendre, comment le cœur influence la cognition. Mais qu'est-ce que c'est que la cognition finalement? À quoi ça correspond? Eh bien, ça correspond à l'ensemble des processus mentaux, c'est-à-dire notre capacité à se remémorer, donc la mémoire, la capacité à raisonner, à résoudre des problèmes et également à prendre des décisions. Donc, voilà, on pourrait en compter plein d'autres. On pourrait penser au langage, au traitement émotionnel, à notre perception visuelle, à notre planification, et cetera, et cetera. Tous ces processus mentaux, moi, je vais les réunir sous le terme de cognition. Et la cognition, mais il y a plein de façons de l'étudier. Pendant longtemps, elle a été vue comme finalement ancrée dans cette tour d'ivoire, qu'est le cerveau, de façon assez indépendante du corps et donc du cœur. Alors, comme, vous l'ont, sans doute présenté, mes collègues auparavant, Caroline et Sylvain, dans le cadre des séminaires précédents, effectivement, le cerveau ne semble pas fonctionner tout seul. En tout cas, il ne semble pas être, complètement détaché, du corps. Il y a vraiment cette interaction, entre le cerveau et différents paramètres physiologiques, dont l'activité cardiaque. Et effectivement, il y aurait une connexion intime, cœur-cerveau, qui se ferait notamment, mais principalement aussi, via le nerf vague. Alors, je vais finalement passer relativement peu de temps sur la mesure de l'activité du nerf vague, parce que c'est des choses qui ont été abordées, dans les séminaires précédents et qui vraiment étaient super, super intéressantes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est plutôt, m'appuyer sur ces bases qui ont déjà été données, juste pour rappeler qu'effectivement, cette connexion cœur-cerveau, en fait, elle peut, via le nerf vague, elle peut s'indicer, se mesurer via un indice qui reflète l'activité cardiaque. Cet indice, c'est pas le rythme cardiaque auquel on pense souvent, c'est vrai que c'est le premier indice qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on pense à l'activité cardiaque, c'est le rythme cardiaque. En général, pour un adulte au repos, il est en moyenne entre 60 et 70 battements par minute. Bon, ça dépend un petit peu de si la personne fait du sport, de l'hygiène de vie, tout ça, de l'âge aussi, donc ça dépend de plein de choses. Mais en moyenne, voilà, à peu près 70-60 battements par minute. Et il y a cette notion que, le rythme cardiaque, c'est quelque chose de régulier dans le temps. C'est une vue finalement macroscopique. Maintenant, si on zoome un peu et qu'on ne considère non plus le nombre de battements par minute, mais plutôt l'intervalle qui sépare chacun des battements, ce qu'on va observer, c'est que l'intervalle temporel, en fait, il varie. Par exemple, entre les 2 premiers battements sur notre schéma bleu, on a 754 millisecondes qui séparent nos 2 battements et après on a, 828 millisecondes, 845 et cetera et cetera. Donc on a cette variabilité du temps qui sépare, les, différents battements cardiaques adjacents et à quoi ça fait référence cette variabilité? Eh ben, ça fait directement référence à l'efficacité, du fonctionnement du nerf vague qui relie notre cœur au cerveau. Donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que c'est vraiment finalement une ouverture, peut-être une fenêtre sur le fonctionnement autonomique du corps, mais aussi à quel point ce nerf vague fonctionne bien et à quel point les zones cérébrales en amont, aussi sont efficaces, fonctionnent bien. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que cette relation cœur-cerveau, elle est bidirectionnelle. C'est un peu comme une autoroute à 2 voies. Notre cerveau communique avec le cœur et le cœur communique avec le cerveau. Donc cette variabilité du rythme cardiaque, plus elle est importante, plus elle traduit un cœur qui s'adapte bien et plus elle est importante, eh bien, plus finalement, il va y avoir des informations qui vont être envoyées plutôt au système nerveux central et les zones cérébrales qui sont impliquées, en fait, ce sont des zones cérébrales
tels que le cortex préfrontal et le système limbique, impliqués dans l'attention, la résolution de problèmes, mais aussi le traitement émotionnel, respectivement. Donc finalement, si on conçoit un petit peu ce schéma de façon un petit peu simplifiée, on peut se dire que la variabilité du rythme cardiaque, c'est un indicateur de à quel point notre cœur s'adapte bien. Et plus cet indicateur est élevé, plus il va influencer via le nerf vague l'activité de différentes zones cérébrales qui sont importantes pour aussi une adaptation mentale. Il y a presque cette idée qu'une adaptation cardiovasculaire se traduit par un esprit flexible, par une adaptation cognitive. Alors, en théorie, du coup, notre cœur est censé, via le nerf vague en tout cas, potentiellement influencer nos processus mentaux, nos processus cognitifs. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vraiment le cas? Ça, c'est vraiment la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a des preuves empiriques finalement qui montrent que effectivement le cœur influence la cognition? Donc, c'est la question qu'on se posait. Est-ce que finalement la variabilité du rythme cardiaque est un prédicteur cognitif? Est-ce qui permet de prédire nos processus mentaux, la cognition en tant que telle? Alors globalement, si on devait donner une réponse, un petit peu «raccourcie» entre guillemets, ce serait oui. Voilà, le séminaire est terminé. Non, 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 mais si, en fait, c'est que oui, globalement, ça marche, mais ça marche pas pour toutes les fonctions. C'est ça qui est très intéressant, c'est que là, selon Forte et collaborateurs, en 2019, ils ont fait une revue systématique de la littérature et ils ont synthétisé tous les articles qui évaluaient si oui ou non, il y avait bel et bien un lien entre la variabilité du rythme cardiaque et différentes fonctions cognitives. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y a des preuves empiriques en faveur d'un lien entre variabilité du rythme cardiaque et la mémoire, par exemple, et aussi l'attention. Mais il y a un petit peu moins de preuves pour le langage et le traitement visuospatial. Donc il semble que, a priori, ça marche pour certaines fonctions, mais pas pour d'autres. Alors, pourquoi certaines fonctions semblent être prédites par la variabilité du rythme cardiaque et d'autres non? Une hypothèse, ce serait que certaines fonctions cognitives, certains processus mentaux engageraient des mécanismes d'ordre exécutif et que ce serait spécifiquement ces fonctions-là qui demandent un petit peu d'adaptation mentale, qui requièrent, entre guillemets, également de l'activité vagale. Donc on a cette idée que l'association entre les 2 devrait être vraie uniquement s'il y a des mécanismes exécutifs impliqués. Alors je vais revenir sur cette notion de mécanisme exécutif parce que c'est pas une notion, simple, en tout cas en psychologie cognitive. Mais voilà, on aurait un peu cette idée que finalement, c'est uniquement les fonctions qui requièrent ce type de mécanisme qui seraient associées avec, l'adaptation cardiovasculaire, avec la variabilité du rythme cardiaque. Alors ces fonctions exécutives, à quoi ça correspond? En fait, c'est des processus de contrôle qui interviennent lorsque les processus automatiques, par défaut, ne sont plus efficaces. Donc c'est vraiment des processus qui vont nous permettre de nous adapter à des situations nouvelles, à des situations conflictuelles ou dangereuses. Donc, par exemple, si on devait les définir, ces fonctions exécutives, concrètement, c'est quoi ces mécanismes d'adaptation, mentale? À quoi ça correspond? Eh bien, on pourrait en prendre 3 spécifiques, si on suit le modèle, en tout cas, consensuel dans la littérature. Ces 3 fonctions exécutives, c'est d'abord l'inhibition. L'inhibition cognitive, la capacité à inhiber des informations, distractrices, des informations, qui perturberaient. Par exemple, imaginez que vous êtes dans un cocktail party, là, en soirée, vous discutez avec un ami et il y a à côté de la musique et d'autres discussions, qui ont lieu et vous êtes capable d'inhiber tout ça pour vous concentrer sur les propos de votre interlocuteur. Là, c'est vraiment faire preuve un peu d'inhibition et aussi, ben, la flexibilité cognitive, à quoi ça correspond? Ça correspond à la capacité à passer d'une source d'information à une autre. Par exemple, vous discutez avec votre interlocuteur, d'un coup, vous reconnaissez la musique derrière, ben, tiens, c'est AC/DC, et cetera. OK, d'accord, très cool. Hop, vous repassez sur la conversation, vous switchez, de source d'information, vous faites de la flexibilité cognitive. La mise à jour en mémoire de travail, ça fait référence à la mémoire à court terme dont on dispose et qui nous permet de retenir des informations en mémoire pour effectuer différentes opérations dessus. Par exemple, bah, typiquement, lorsqu'on fait un calcul mental, eh ben, on a besoin d'avoir plusieurs informations en mémoire, donc par exemple le numérateur et le dénominateur, de faire notre opération, de compter les retenues, et cetera. Là, en fait, directement, ce qu'on fait, c'est qu'on met à jour notre mémoire de travail. Donc, vous voyez, finalement, c'est des processus qui sont assez complexes, qui demandent, assez, finalement des ressources cognitives, hein, qui sont assez coûteux, qui demandent finalement, des ressources attentionnelles, c'est ça.
Donc c'est un peu fatigant, hein, c'est des processus qui nous fatiguent un peu. Donc voilà, c'est vraiment des processus de contrôle importants. Alors, est-ce que la variabilité du rythme cardiaque permet de prédire ces processus-là? Alors, pour, savoir, si c'est bien le cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exploré un peu la littérature et effectivement, il y a beaucoup de données empiriques de, plusieurs études qui montrent que oui, ce serait le cas. Mais comme en science, on est un petit peu prudent, une étude qui montre que c'est le cas, 2 études, 3 études, ben, c'est peut-être pas suffisant. Nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer que l'effet observé, bah, ce soit un effet qui est robuste dans la littérature et en lequel on puisse faire confiance. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est une méta-analyse qui consiste, ici à réunir l'entièreté des études qui portent sur cette question de recherche, le lien entre variabilité du rythme cardiaque et flexibilité, inhibition et mise à jour mémoire de travail. Et j'ai été un petit peu sévère dans mes critères d'inclusion pour m'assurer que les 13 études que j'ai retenues, ben, soient bien comparables les unes, avec les autres et pas beaucoup d'hétérogénéité aussi entre les études. Et qu'est-ce que ça a donné? Ben, ça a donné effectivement là sur notre sur notre graphique, on a effectivement, une corrélation positive pour toutes ces fonctions. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait lorsqu'il faut retenir de ce graphique qui est présent à droite? C'est que la variabilité du rythme cardiaque est associée positivement à la flexibilité, à l'inhibition et à la mise à jour en mémoire de travail. Donc plus un individu présente une variabilité du rythme cardiaque élevée, meilleure serait la performance d'inhibition, de flexibilité et de mise à jour. D'autres termes, un cœur qui est variable, finalement, bah, ce serait un cœur qui se reflèterait par une bonne capacité de flexibilité mentale, d'inhibition, de mise à jour, comme ça. Donc c'est vraiment intéressant, mais il semble que ce lien est d'autant plus vrai pour l'inhibition et la flexibilité. Donc ça marche pour tous, mais ça marche d'autant mieux pour ces 2 fonctions-là, l'inhibition et la flexibilité. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire finalement qu'il y a bien potentiellement, en tout cas, statistiquement parlant, un rôle de l'adaptation cardiovasculaire dans les fonctions un peu d'adaptation cognitive, d'adaptation mentale, pour s'adapter à des situations nouvelles, difficiles ou conflictuelles. Donc un cœur qui permet une bonne adaptation physiologique, bah, ce serait aussi un cœur qui permet aussi une bonne adaptation mentale. C'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière. En tout cas, statistiquement parlant. Alors ces mécanismes d'inhibition cognitive et de flexibilité, bah, ils sont impliqués dans plein de tâches qu'on réalise au quotidien, notamment des tâches de prise de décision. Et c'est ça qui nous a intéressés par la suite, c'est de comprendre le lien entre variabilité de la fréquence cardiaque et les stratégies de prise de décision qu'on a au quotidien. D'un choix qui peut paraître anodin comme, bah, quel est le repas que je vais manger ce soir? Est-ce que je choisis plutôt un repas qui a un score nutritionnel élevé, faible, et cetera? Mais des choix un peu plus impactants dans la vie, typiquement, bah, est-ce que, je choisis de prendre une promotion, mais j'aurai moins de temps personnel? Ou est-ce que je préfère garder cette promotion pour plus tard, et cetera? Donc c'est toujours compliqué de prendre des décisions. Il y a plein de stratégies différentes, ça dépend aussi des valeurs de l'individu, ça dépend de l'impact émotionnel pour l'individu. Et donc, nous, on voulait savoir si, la variabilité du rythme cardiaque pouvait permettre un avantage dans le fait de prendre des décisions qui vont résulter en des conséquences bénéfiques, émotionnellement parlant, pour l'individu. Alors, est-ce que la prise de décision est influencée par la variabilité du rythme cardiaque? Il y avait déjà des pistes dans la littérature qui laissaient penser que oui, ce serait bien le cas. Mais ces études ont mesuré de façon intéressante la variabilité du rythme cardiaque au repos. Alors, en soi, ça peut paraître être un choix qui est tout à fait intéressant, mais après on a été un petit peu curieux, notamment suite à la lecture de la théorie du tank vagal. La théorie du tank vagal, proposée par, le professeur Sylvain Laborde, c'est une théorie qui propose que si on veut vraiment refléter les capacités d'adaptation dont on parlait, d'adaptation physiologique, on pourrait dire d'autorégulation, ces capacités, à faire face à diverses contraintes, hein, cette capacité cardiaque de variabilité du rythme cardiaque. En fait, si on veut vraiment refléter et indicer ces capacités d'autorégulation, la mesure au repos ne serait pas suffisante. Il faudrait aussi prendre en compte pendant la tâche et après la tâche. Pourquoi? Parce que le postulat de cette théorie, c'est que notre activité vagale, ben, ce serait un réservoir. Et ce réservoir au repos, ben, il est relativement plein, mais il va être influencé par les contraintes de la tâche cognitive qu'on est en train de réaliser. Et derrière, une fois qu'on a terminé notre tâche cognitive,
il va y avoir plus ou moins une bonne récupération pour revenir au niveau de base. Donc ça suppose de prendre en compte non seulement le repos, mais aussi ce qui se passe pendant la tâche et après la tâche. Ce pendant et après, moi je l'ai résumé sous le terme de modulation pendant la tâche. Donc on voulait voir un peu, c'est quoi vraiment des bonnes, capacités d'autorégulation? Est-ce que la prise de décision, est-ce qu'elle est impactée, enfin influencée pardon, ou prédite, devrais-je dire plutôt, prédite vraiment par le repos spécifiquement? Ou est-ce que c'est plutôt les modulations de notre, activité du nerf vague pendant la tâche qui vont influencer la façon dont on prend des décisions stratégiques? Alors pour tester cette hypothèse, j'ai demandé à 54, participants, 54 jeunes adultes, de réaliser, une tâche au cours de laquelle ils portaient un cardiofréquencemètre. Donc une ceinture, dans ce cadre ici, c'est une ceinture polaire. En fait, c'est une ceinture qui permet, de mesurer l'activité cardiaque et nous derrière après, on extrait les signaux pour, calculer la variabilité du rythme cardiaque. Donc cet indice d'adaptation cardiovasculaire si important pour nous. Mais de façon intéressante, voyons, on a mesuré, l'activité cardiaque 5 minutes avant la tâche, 5 minutes pendant la tâche et 5 minutes après la tâche. Donc ça nous a donné la possibilité d'avoir le repos dont on parlait, donc qui est les 5 minutes avant la tâche, mais aussi les fameux indices de la théorie du tank vagal, la réactivité et la récupération. En effet, la réactivité, ce serait le pendant moins le repos, donc c'est l'activité du nerf vague pendant la tâche, moins l'activité du nerf vague au repos. Et la récupération, bah, on a, l'activité du nerf vague après la tâche, moins l'activité au repos. Vous voyez, ça nous donne finalement à quel point le nerf vague réagit face aux contraintes de la tâche et à quel point derrière il récupère suite à ces contraintes. Donc on a cette réactivité de la variabilité de la fréquence cardiaque et cette récupération. Alors la tâche de prise de décision, c'était quoi cette tâche? Eh bien, c'était une tâche, au cours de laquelle les participants devaient, faire des décisions stratégiques en essayant de maximiser les gains en termes d'argent virtuel et de minimiser les pertes. Alors pour ça, ils devaient, sélectionner un des 4 paquets de cartes qu'il y a en bas à droite de l'écran. En fait, il y a certains paquets de cartes qui sont avantageux sur le long terme, c'est-à-dire qui conduisent à relativement peu de gains immédiats, mais sur le long terme, il y a plus de gains que de pertes. Alors que les paquets désavantageux, ils ont beaucoup de gains immédiats, donc ils sont assez tentants, hein, on a envie d'aller dessus, mais en même temps, sur le long terme, ils vont causer plus de pertes que de gains. Donc il y a vraiment cette inhibition à avoir de la récompense immédiate pour derrière, faire une décision stratégique qui, sur le long terme, va permettre d'avoir plus de gains que de pertes. Donc on est vraiment dans cette question de à quel point les individus vont choisir plutôt les paquets bleus, finalement, que les paquets rouges. Même si les paquets rouges sont encore une fois très tentants, au début en tout cas. Et donc, voici les résultats que nous avons obtenus. Donc, sur ce graphique, vous avez l'ensemble des modèles statistiques possibles. Donc, par exemple, là, vous avez en première ligne le modèle de la réactivité et de la récupération. En deuxième ligne, vous avez la réactivité du nerf vague, la récupération du nerf vague et le nerf vague mesuré au repos. 3e modèle, réactivité plus repos, 4e repos, et cetera. Donc chaque ligne correspond à un modèle statistique testé dans le cadre de l'étude, en lien avec la prise de décision avantageuse. Donc à quel point il, sélectionne davantage les paquets bleus que les paquets rouges. Et ce que vous avez en violet, là, à côté, c'est le degré de preuve en faveur du modèle. Donc c'est, en d'autres termes, à quel point le modèle statistique qu'on teste correspond aux données qu'on a observées sur le terrain. C'est un degré de correspondance, un degré de preuve en faveur du modèle. Alors ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le repos, lui, bah, il prédit assez bien seul. Il prédit assez bien. Il y a quand même un degré de preuve qui existe. Mais par contre, quand on prend les fameuses modulations pendant la tâche, c'est-à-dire bah, finalement à quel point le nerf vague, enfin l'activité vagale réagit face à la tâche, puis à quel point elle récupère suite à la tâche, quand on prend ces deux-là combinés, le degré de preuve bah, explose. Hein. Là vraiment, on est à un niveau de preuve qui est assez impressionnant. Et donc ça nous montre à quel point, bah, finalement, en tout cas, au regard de ces données empiriques-là, il semble que la modulation de la variabilité du rythme cardiaque au cours de la tâche
explique bien mieux la prise de décision avantageuse. Donc, en d'autres termes, il semble que finalement cette relation cœur-cerveau, ce soit une relation qui est dynamique. L'adaptation cardiovasculaire situationnelle, donc en contexte, de façon dynamique en situation, prédit le mieux la prise de décision bénéfique. Alors pourquoi ça c'est intéressant? C'est que si on maximise cette réactivité en situation de prise de décision difficile, délicate, on augmente la probabilité que l'individu devrait faire un choix davantage bénéfique, émotionnellement parlant. Ça, c'est particulièrement intéressant sur le plan, d'intervention clinique. Mais on y reviendra plus tard, je m'emballe un peu. On y reviendra dans un instant, avec plaisir. Donc il semble que, voilà, cette relation cœur-cerveau, elle soit dynamique et que ce soit surtout des capacités, d'adaptation situationnelle. Mais voilà, qui dit adaptation lorsqu'il y a des contraintes. Pas besoin de s'adapter s'il y a pas de contraintes, finalement. Donc nous, on a voulu voir si la variabilité du rythme cardiaque prédisait la cognition uniquement dans une situation où l'individu, ferait face à des contraintes élevées et non pas des contraintes faibles. Alors, vous allez voir ce que j'entends par contrainte, ça peut paraître un peu abstrait dit comme ça. Je vais donner un exemple très concret et cet exemple, il va s'inscrire dans le domaine de la mémoire. Donc, qu'en est-il du lien, variabilité de la fréquence cardiaque et prise de décision en mémoire? Alors nous, ce qu'on a surtout testé, c'est la discrimination mnésique. Il y a plein de tâches de mémoire qui peuvent exister. Si je vous demande de me rappeler les événements, de votre dernier, séjour de ski, par exemple, que vous avez fait, là, c'est vraiment du rappel libre, volontaire et contrôlé en mémoire, donc c'est assez exigeant. Si je vous demande tout simplement de reconnaître si oui ou non la photo que je vous montre, c'était bel et bien l'endroit où vous avez fait votre dernier séjour de ski, voilà, c'est non plus du rappel libre, vous avez une aide, vous avez la photo, donc il y a une tâche finalement ici qui est de l'ordre de la reconnaissance, donc on cherche à reconnaître, donc c'est un petit peu plus facile, ça engage un peu moins de fonctions exécutives, entre guillemets, et il y a aussi la discrimination mnésique. Lors du dernier séjour de ski, c'était qui faisait du ski avec vous? Est-ce que c'était cette personne ou cette personne? Donc là, ce serait de discriminer mnésiquement parlant. Nous, c'est ça qui nous intéresse parce que finalement, la discrimination, c'est à quel point la mémoire est précise. C'est non pas la quantité d'informations rappelées, c'est la qualité de l'information rappelée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc meilleure est la qualité, meilleure est la capacité de discriminer des informations mnésiques. Et pourquoi c'est intéressant comme tâche pour nous? C'est que ça nous permet de manipuler les contraintes, justement. Nous, la tâche qu'on a décidé de proposer aux participants, c'était une tâche de fausse reconnaissance. Alors à quoi ça correspond la fausse reconnaissance? Imaginez que vous marchiez dans la rue et vous croisez un ami à vous. En vous rapprochant, vous vous rendez compte que ce n'est pas votre ami, mais c'est en réalité un inconnu dont le visage ressemble fortement à celui de votre ami. Alors si ça vous est arrivé, c'est tout à fait normal. Moi ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive même peut-être un peu trop, hein, mais en tout cas, à quoi c'est dû cette erreur de mémoire? Et ben, en fait, c'est dû tout simplement à la proximité entre un leurre, le visage de l'inconnu, et la cible, le visage de votre ami en mémoire. Et là, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que s'il y a de fortes similarités, on a une confusion entre ce qu'on voit tout de suite ici maintenant et ce qu'on a en mémoire. Et c'est cette confusion qui entraîne une erreur de mémoire, une fausse reconnaissance. Et donc c'est ça c'est typiquement une des contraintes, situationnelles importantes. Ici, là, on est dans une situation de forte contrainte. Donc nous, notre hypothèse, c'est de dire, est-ce que l'activité vagale bénéficie de la précision de la mémoire? Est-ce qu'elle bénéficie de cette capacité à discriminer un leurre d'une cible, même lorsque ces 2 éléments-là sont proches l'un de l'autre, même lorsqu'il y a cette ambiguïté visuelle? Alors comment on a fait pour tester ça? On a demandé à 40 jeunes adultes de porter un cardiofréquencemètre. Alors cette fois-ci, c'était sous la forme d'une montre, plétismo-photographique, donc qui mesure le rythme cardiaque via un faisceau de lumière. Et après, les participants, sur ordinateur, ont réalisé une tâche informatique qui ressemble à ça. Donc là, sur l'écran, vous avez une phase d'apprentissage et une phase de reconnaissance. Donc dans un premier temps, les participants voient un personnage fictif humanoïde qui ressemble étrangement à un Sims. En fait, c'est ça. En fait, on a utilisé le moteur graphique des Sims 4 pour pouvoir réaliser cette tâche. Donc, du coup, si ça ressemble aux Sims, c'est normal, c'en est. Et en fait, le Sims en question
aller réaliser une tâche spécifique. Donc, par exemple, ici, vous voyez un Sims qui joue du piano. Donc, pour le participant, il y a l'association d'une action, donc jouer du piano, et du Sims qui joue le piano. Donc, ce Sims a joué du piano. Ça, c'est la phase d'apprentissage. Et après, il y a la phase de reconnaissance. Et là, les participants, dans leur casque, ils vont entendre une action, donc par exemple, jouer du piano, et devant eux, il y a un Sims qui va apparaître à l'écran. Alors là, ce Sims, soit c'est vraiment le Sims qui a joué du piano dans la phase d'apprentissage, donc dans ce cas-là, c'est une cible, très bien, soit c'est un Sims qui est différent. Dans ce cas-là, c'est un leurre. Et là, il y a deux conditions qui vont correspondre à deux conditions de deux différents niveaux de contraintes. Soit le Sims, qui est différent de celui qui a réalisé l'action jeu du piano, est très proche visuellement. Dans ce cas-là, il est faiblement distinct. Si vous voyez d'ailleurs en bas à droite de l'écran, là, sur le faible distinctivité, tous les Sims se ressemblent les uns et les autres, à part finalement la couleur du couvre-chef ou la couleur du pantalon. Donc il y a très peu de caractéristiques qui permettent de les différencier les uns des autres, alors que si on regarde les Sims qui sont fortement distincts, donc là, le leur est très différent de la cible, là, vous voyez qu'effectivement, il y a des Sims qui vont être grands, qui vont être petits, qui vont avoir la couleur de peau verte, d'autres bleus, donc ils sont très différents les uns des autres. Et donc, ils sont beaucoup plus facilement reconnaissables. Donc, ça nous a permis de, comme ça, créer deux niveaux de contraintes différents. Un niveau de contrainte très élevé lorsque les cibles sont très similaires des leurs, et un niveau de contrainte très faible lorsque les leurs sont très différents des cibles. Et donc, nous, notre hypothèse, c'était que la variabilité du rythme cardiaque devrait permettre une mémoire plus précise, en tout cas être associée à une mémoire plus précise, surtout dans la condition où la contrainte est élevée, surtout dans cette condition de faible distinctivité. Parce que sinon, il n'y a pas besoin de mécanismes d'adaptation s'il n'y a pas de contraintes pour lesquelles il faudrait s'adapter. Alors, voici les résultats que nous avons observés. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de se concentrer sur le graphique qui est tout à gauche, et qui a en abscisse la variabilité de la fréquence cardiaque mesurée par les hautes fréquences. Donc ça, c'est un indice, pour des raisons un peu temporelles, je ne vais pas trop revenir sur cette notion-là, mais si vous avez des questions, ça avec plaisir, d'y répondrai par la suite. Donc les hautes fréquences, donc variabilité de la fréquence cardiaque en abscisse, et en ordonnée, c'est le A' index, là, c'est tout simplement un indice de la performance de discrimination. Plus cet indice est élevé, meilleure est la capacité des participants à discerner les leurs des cibles. Donc plus c'est élevé, mieux c'est. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Ben, effectivement, dans cette condition de faible distinctivité, hein, donc où les Sims sont proches les uns des autres, ce qu'on voit, c'est que plus la variabilité de la fréquence cardiaque pendant la tâche est élevée, ben, meilleure est la performance des participants. Plus précise est leur mémoire finalement. Par contre, dans la condition de forte distinctivité, là où c'est facile finalement de reconnaître les leurs des cibles, parce qu'ils sont tout simplement très différents les uns des autres, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucun lien entre variabilité de la fréquence cardiaque et discrimination nésique. Alors, comment interpréter ces résultats, hein? La façon dont je les ai interprétés, c'est qu'en fait, il n'y a tout simplement pas besoin de mécanisme d'adaptation s'il n'y a pas de contrainte. En d'autres termes, la variabilité du rythme cardiaque bénéficie, en tout cas, prédit une mémoire plus précise uniquement dans des situations de forte contrainte, uniquement lorsqu'on est dans une ambiguïté un petit peu visuelle entre un leurre et une cible, par exemple. Voilà, donc voilà pour cette, 2e étude un petit peu sur la mémoire. La 1re étude avait vraiment cette volonté de voir est-ce que c'est vraiment en situation que ça fonctionne? Et là, c'était de voir, bah, est-ce que ça fonctionne lorsqu'il y a des contraintes? Alors oui, c'est bien en situation que ça fonctionne et c'est bien lorsqu'il y a des contraintes, que la variabilité du rythme cardiaque prédit, la cognition, ici, là, spécifiquement la mémoire. Donc si on résume un petit peu tout ça ensemble, finalement, cette relation cœur-cognition, bah, elle semble être avant tout, assez dynamique. Elle semble être ancrée dans un contexte, hein, comme on l'a vu avec la théorie du temps vagal. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas simplement du repos, c'est pas des capacités d'adaptation qui sont générales, mais c'est des capacités d'adaptation in situ, en situation. Donc voilà, c'est vraiment une relation dynamique qui permet une adaptation cognitive, mentale, en situation, donc situationnelle, face à diverses contraintes.
par exemple, la contrainte, de l'ambiguïté perceptive entre un leurre et une cible en mémoire, mais aussi la contrainte, par exemple, de la prise de décision lorsqu'on doit prendre des décisions qui sont stratégiques, qui sont, voilà, qui ont des conséquences imprévisibles. C'est une vraie contrainte aussi et c'est vraiment en situation que la variabilité du rythme cardiaque permet, en tout cas semble prédire une meilleure performance pour résoudre une tâche, dont les contraintes sont élevées. Alors, donc ça, c'est particulièrement intéressant, donc il semble y avoir un rôle de, l'adaptation cardiovasculaire, hein, de la variabilité du rythme cardiaque dans la cognition. Ce rôle, il semble, central et dynamique, situationnel et face à diverses contraintes. Donc finalement conditionnel, hein, presque on peut dire. Donc en d'autres termes, la variabilité du rythme cardiaque, elle prédit pas toujours la cognition, elle prédit la cognition uniquement s'il y a besoin de s'adapter face à différentes contraintes. C'est très cohérent à ces mécanismes un peu de exécutifs, de flexibilité mentale ou d'adaptation mentale dont on a vu, dont on a parlé précédemment. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas utiliser des applications, cliniques en lien, par exemple, avec la respiration pour maximiser justement, cette relation entre adaptation cardiovasculaire et adaptation mentale, pour bénéficier la performance à des tâches, cognitives, telles que, par exemple, la prise de décision ou autre. Donc ça, c'est la question qu'on peut se poser maintenant. Alors pour ça, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est, tester un exercice de respiration. Alors pourquoi? Parce que, comme vous l'a, montré, Caroline et Sylvain dans les séminaires précédents, la respiration, c'est un candidat tout indiqué, extrêmement pertinent, pour moduler l'activité cardiaque, moduler l'activité de notre nerf vague, pour derrière maximiser, l'efficacité de cette relation cœur-cerveau et notamment, du coup, ça devrait engendrer, du coup, des bénéfices cognitifs, des bénéfices sur nos processus mentaux. En d'autres termes, la respiration permettrait d'améliorer la variabilité du rythme cardiaque et donc par conséquent d'améliorer les processus mentaux. Donc est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça marche? Alors la respiration, ça a été, notamment cet exercice-là, j'en parlais pas beaucoup de cet exercice, suite à des contraintes temporelles, mais voilà, globalement, c'est un exercice asymétrique, avec plus d'expiration que d'inspiration. Et en fait, cet exercice-là, il a été beaucoup étudié chez les jeunes adultes mais un peu moins chez les personnes âgées. Et nous, ça nous a beaucoup intéressés parce que les personnes âgées, comme on est dans une population qui est assez vieillissante et qui voilà, parfois peuvent aussi ressentir également du stress, hein. Le stress, c'est quelque chose qui peut se trouver à tout âge. Pourquoi ne pas tester cet exercice auprès de personnes qui pourraient en bénéficier? Donc du coup, nous avons voulu voir si, oui ou non, ça marchait aussi chez les personnes âgées. A priori, à part l'idée qu'un vieillissement cardiovasculaire puisse un peu amoindrir les effets, normalement, il n'y a pas de contre-indication, existante. Donc hop, on a testé l'efficacité de cet exercice chez des jeunes adultes et chez des personnes âgées. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? Alors on a obtenu, chez 25 adultes et 22 personnes âgées, alors on a obtenu des résultats donc suite à une expérience au cours de laquelle j'ai demandé aux participants de remplir un questionnaire qui évalue l'anxiété perçue, donc à quel point je me sens anxieux tout de suite, ici et maintenant. Alors c'est un questionnaire qui s'appelle l'AC. Et en même temps, bah, ils portaient ce fameux cardiofréquencemètre qui mesure la variabilité du rythme cardiaque. Ils ont fait ça avant et après un exercice de respiration qui était l'exercice dont je vous ai parlé, asymétrique, c'est-à-dire, ben, plus d'expiration que d'inspiration. Alors voici les résultats que nous avons obtenus, notamment dans un premier temps sur l'anxiété perçue. Alors vous savez, l'anxiété, perçue, donc le score à l'AST en ordonnée, donc plus ce score est élevé, plus le niveau d'anxiété serait élevé. En abscisse, vous avez le, jeune âgé, pardon, jeune versus, âgé et la couleur un peu plus, «fade» entre guillemets, un peu plus pastel, c'est la couleur avant l'exercice de respiration et la couleur un peu plus foncée, c'est la couleur qui correspond à après l'exercice de respiration. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que, chez les jeunes adultes en tout cas, la respiration a bel et bien conduit à une réduction, de l'anxiété perçue, statistiquement significative. Et chez les personnes plus âgées, bah, également, une réduction de l'anxiété perçue a été observée.
Donc finalement, la respiration a bien conduit à une réduction de l'anxiété, perçue chez tout le monde, quel que soit l'âge. Et la question, bah, c'est est-ce que cette réduction de l'anxiété est bien associée à une augmentation de l'activité vagale suite à l'exercice de respiration? Alors, pour savoir ça, nous, ce qu'on a regardé, bah, c'est est-ce que l'exercice de respiration a bien conduit à une augmentation de la variabilité du rythme cardiaque? Alors, vous avez la variabilité du rythme cardiaque, en ordonnée, donc plus c'est élevé, ben, plus il y a une forte activité vagale. Et vous avez, le jeune versus, adulte âgé en abscisse, toujours avec toujours cette couleur de si c'est foncé, c'est après la respiration, si c'est un peu plus clair, c'est avant la respiration. Alors ce qu'on voit, c'est que ça a marché chez tout le monde. Ça a marché chez tout le monde globalement. La respiration a conduit à une augmentation de l'activité, vagale, enfin en tout cas indexée par la variabilité du rythme cardiaque, et c'est aussi ce qu'on a observé chez les personnes un peu plus âgées. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette augmentation chez les adultes âgés a été plus élevée, enfin un peu plus importante que chez les jeunes adultes. Donc il semble presque finalement avec l'âge, on bénéficie un petit peu mieux de cette respiration. Alors je mets un petit peu des pincettes, hein, sur ces résultats, je mets un petit peu de nuance, parce que c'est comme je vous le disais tout à l'heure, une étude, 2 études, c'est intéressant, mais après derrière, par la suite, c'est une méta-analyse qui permet vraiment de savoir si oui ou non il y a ce type d'effet. Donc là, est-ce que ça fonctionne vraiment ou est-ce que c'est un épiphénomène? Bah, il faudrait répliquer et derrière avoir des méta-analyses pour savoir. Donc voilà, je suis un peu prudent, mais globalement, en tout cas, les résultats sont encourageants. Cet exercice, il semble valider et marcher chez tout le monde, hein, quel que soit l'âge finalement. En tout cas, c'est ce que les données, empiriques indiquent. Alors, du coup, nous avons décidé d'utiliser cet exercice chez des personnes âgées, qui avaient des difficultés à récupérer les mots. C'est ce qu'on appelle, l'accès lexical. Donc je vais y revenir dans un instant. Avant, une petite conclusion pour bien retenir que, voilà, cet exercice a conduit à une réduction de l'anxiété et une amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc finalement, une meilleure gestion, émotionnelle, finalement, une meilleure gestion des contraintes psychologiques, suite à 5 minutes de respiration, donc c'est quand même intéressant. Et est-ce que voilà, nous, ce qu'on a voulu savoir, c'est est-ce que en plus de fonctionner sur des aspects émotionnels, est-ce que ça fonctionne aussi sur des aspects cognitifs, comme par exemple, bah, la capacité à accéder aux mots? Alors pourquoi on s'est intéressé à ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi l'accès lexical spécifiquement? Alors pour 2 raisons. C'est parce que, déjà suite à des observations cliniques, qui ont été rapportées dans les littératures, mais aussi qui a été, vraiment observé sur le terrain par différents, étudiants en stage de psychologie et dans le cadre de pratiques personnelles de plusieurs, professionnels, voilà, au CN2R, au centre ressources, mémoire, et recherche. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a, souvent, une observation de plainte cognitive, c'est-à-dire que les personnes remarquent, avec l'âge, dans certains cas, hein, c'est pas toujours le cas bien sûr, mais dans certains cas, il peut y avoir, une fréquence du mot sur le bout de la langue. C'est-à-dire une plus grande difficulté à accéder au lexique mental finalement, c'est-à-dire aux mots qui sont en mémoire. Et donc ce phénomène du mot sur le bout de la langue, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de le vivre, mais c'est assez frustrant parce qu'on sait que l'on connaît le mot, on n'arrive juste pas à y accéder. Donc c'est très particulier, c'est non pas un problème de connaissance, hein, la connaissance, on l'a, mais c'est un problème d'accès. C'est comme, et cet accès, à quoi il correspond finalement? À quoi ça correspond cette recherche active, volontaire et contrôlée d'informations en mémoire? Bah ça, c'est exécutif. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est, associé à des fonctions exécutives qu'on a vues précédemment. Pour récupérer notre mot, il faudrait inhiber les compétiteurs. Pour récupérer château, ben, il faudrait inhiber chapeau, par exemple. On a un petit peu cette idée-là, il faut inhiber les compétiteurs pour pouvoir accéder lexicalement aux mots qui nous intéressent. Donc ça, c'est très exécutif et on a vu à quel point les fonctions exécutives, bah, étaient prédites par la variabilité du rythme cardiaque. Donc, si on améliore la variabilité du rythme cardiaque, est-ce qu'on favorise l'accès, aux mots sur le bout de la langue, aux mots qu'on sait qu'on connaît, mais on n'arrive pas à y accéder? Est-ce qu'on favorise ça? Est-ce qu'on permet de résoudre ça? C'est vraiment la question qu'on a voulu se poser, qu'on trouvait ça intéressant. Donc c'était un peu de pallier finalement à cette difficulté exécutive qui parfois, avec le vieillissement cognitif, engendre des petites difficultés à accéder au lexique mental. C'est pas toujours le cas, mais quand ça arrive, voilà, l'idée c'était de favoriser une meilleure qualité de vie finalement, chez ces personnes à travers la respiration lente et profonde.
Alors, comment on a fait pour tester ça? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des personnes de plus de 60 ans, à 38 personnes, de porter un cardiofréquencemètre toujours pendant tout le long de l'expérience et on leur a demandé de réaliser une tâche informatique qui a uniquement pour but de simuler un mot sur le bout de la langue. Donc c'est une tâche en fait qui a été créée uniquement pour ça. Donc à quoi ça correspond cette tâche? En fait, c'est la tâche des animaux imaginaires. On invente des animaux qui n'existent pas, hein, finalement. Donc c'est une tâche qui a été, validée dans la littérature. Là, par exemple, vous avez un espèce de crocodile qui est croisé avec une, une tortue et en fait, cet animal n'existe pas, mais en même temps évoque des caractéristiques d'animaux qui, eux, existent, bah, ça a créé une ambiguïté entre un sentiment de familiarité et en même temps un sentiment de nouveauté. Et cette ambiguïté-là, comme elle est associée en plus à un contexte, regardez là, il s'appelle le catoë, donc ça ressemble un peu à cacatoès, vous voyez, ça, phonétiquement parlant, il y a une familiarité qui existe dans le terme, et en même temps, en plus, il est associé au Mexique. Donc on se dit, ah bah tiens, voilà, on peut le placer géographiquement. Donc ça va nous créer un semblant d'animal qui pourrait exister, mais qui en fait, cet animal-là n'existe pas. Et donc c'est ça qui va derrière créer le mot sur le bout de la langue. Comment s'appelle cette espèce de tortue crocodile? Et le participant là va se dire, ah, ça ressemblait à Cacatoès, mais c'était pas ça. Ah, qu'est-ce que c'était déjà? Et voilà. Donc, du coup, nous, la question, c'est est-ce qu'il va réussir à résoudre le mot sur le bout de la langue? Et est-ce que la respiration, ça peut aider à cette résolution? Alors, pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé un score d'accès lexical avec, voilà, différents indices statistiques. Je vais vous épargner le détail, mais l'idée, c'était ça, c'était que plus ce score était élevé, meilleur ils arrivent à résoudre, le mot sur le bout de la langue et donc du coup, ben, ça, on s'attendait à ce que ce score de résolution soit plus important après la respiration qu'avant. Alors on faisait d'autres tests aussi, on mesurait, l'inhibition cognitive et on mesurait aussi l'anxiété perçue, mais ça, je ne vais pas trop en parler par contrainte de temps, mais bien sûr, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. L'exercice de respiration, c'était toujours le même, exactement le même, qu'on a validé précédemment, chez tout le monde, donc c'était parfait. Et voici les résultats que nous avons obtenus. Donc, dans un premier temps, on va juste contrôler que notre exercice, tout comme dans l'étude précédente, est-ce qu'il a bien conduit à une amélioration de la variabilité du rythme cardiaque? Alors oui, en pré-respiration et en post-respiration, en fait, on a bien cette amélioration de la variabilité du rythme cardiaque. Donc c'est parfait, on est bien. Donc ça, voilà, tout s'est bien passé pour ça. Qu'en est-il de l'accès lexical? Alors là, cette fois-ci, vous avez toujours un pré-respiration et post-respiration d'abscisse, mais cette fois-ci, on a l'accès lexical. Donc plus il est élevé, meilleur est l'accès lexical, meilleur est le nombre de mots résolus, finalement. Ben là aussi, ce qu'on a observé, c'est que suite à la respiration, il y a bien une amélioration, du nombre de mots, résolus. Donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça sous-entend l'idée, bien sûr, c'est compliqué de faire des conclusions, précises parce que voilà, c'est qu'une seule étude, hein, comme on disait tout à l'heure. En plus, là, c'est des résultats préliminaires, donc l'étude n'est pas encore publiée. Mais voilà, on c'est quand même des premiers résultats qui sont assez intéressants et qui nous amènent à penser que la respiration pourrait finalement mobiliser des mécanismes exécutifs qui vont faciliter l'accès au lexique mental. Donc ça, c'est intéressant, mais voilà, je reste encore, prudent sur ces résultats. Retenez que c'est des premiers résultats préliminaires. Alors, globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que la respiration lente et profonde a conduit à une amélioration de l'accès lexical et à une amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que ces 2 résultats-là, en fait, sont corrélés, statistiquement parlant. Donc il semble qu'il y ait un lien entre l'amélioration de la BFC et l'amélioration de l'accès lexical. Donc ce qui est assez intéressant et assez cohérent et va dans le sens des hypothèses qu'on a avancées jusqu'à maintenant. Alors, verdict, en somme, bon, bah, il semble que la respiration lente et profonde soit un exercice assez efficace, assez intéressant pour mobiliser cette fameuse relation cœur-cerveau dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et cette relation cœur-cerveau, bah, finalement, elle est associée à des mécanismes d'adaptation. On a vu que c'était situationnel.
on a vu que c'était face à différentes contraintes. Donc, par exemple, la contrainte associée à l'imprévisibilité dans une tâche de prise de décision, si on se souvient avec la tâche un peu du casino, là, avec les paquets de cartes, mais aussi contrainte, par exemple, entre la proximité entre un leurre et une cible dans une tâche de mémoire, mais aussi récupérer un mot qui est associé finalement à un élément de nouveauté. En même temps, il y a de la familiarité, donc résoudre un mot sur le bout de la langue. Finalement, voilà, on a toujours cette idée de contrainte, on a toujours cette idée d'adaptation, de mécanismes exécutifs, et ces mécanismes exécutifs, ben, en fait, ils participeraient à ça. En d'autres termes, la relation entre cœur-cerveau serait mobilisée par la respiration et permettrait de changer, en tout cas d'influencer la dynamique cérébrale pour derrière mobiliser des mécanismes exécutifs qui vont favoriser, là ici, l'accès lexical dans le cadre de notre étude. Mais peut-être que dans le cadre d'autres études, voilà, on pourrait imaginer vraiment un bénéfice de la respiration sur d'autres fonctions. C'est toujours un peu compliqué de parler des bénéfices cognitifs de la respiration profonde si on ne considère pas aussi la variable temporelle. Donc une autre étape, hein, suite à ces premiers résultats préliminaires qui sont pertinents, hein, mais qui sont insuffisants en tout cas, ce serait d'aller chercher si oui ou non, une session, bah, ça permet vraiment d'avoir des résultats intéressants sur le long terme. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt plusieurs sessions? Est-ce que cette respiration 5 minutes, c'est suffisant? Donc voilà, donc ça, c'est des questions qui sont pour la suite. To be continued, hein, finalement, à faire à suivre, finalement. Mais voilà, donc dans l'idée, c'est un petit peu ça, c'est on a des résultats préliminaires intéressants. Maintenant, la question, c'est, OK, la respiration, ça semble être intéressant pour améliorer l'activité linéaire vague et derrière mobiliser des mécanismes exécutifs qui vont favoriser notre performance cognitive. Comment mobiliser, comment profiter de cette respiration très profonde? Alors là, c'est super, on a plein d'outils pour ça. On a des outils notamment qui sont proposés par, l'Institut HeartMath, validés par, David O'Hare notamment et ces outils, voilà, c'est des outils de biofeedback avec, par exemple, mWave Pro, Inner Balance. D'ailleurs, David O'Hare a aussi, proposé la méthode 365 qui permet sur le long terme justement, d'aller vers cette notion d'adaptation des capacités, d'autorégulation, des capacités, de variabilité du rythme cardiaque sur le long terme et aussi, bien sûr, bon, je vous apprends rien là, mais la ceinture néo-flow. C'est que cette ceinture, voilà, comme elle est associée à une possibilité de respirer de façon abdominale, à différents moments de la journée, en ayant un niveau de concentration plus ou moins élevé, hein. On peut laisser la ceinture, entre guillemets, «travailler» avec différents modes et donc ça permettrait justement de mobiliser ce nerf vague, de mobiliser les mécanismes qui y sont associés, notamment les mécanismes, ici on a vu cognitifs, plus particulièrement exécutifs, qui permettrait de s'adapter à des situations, qui ont des fortes contraintes, mais aussi, surtout, in situ, de façon situationnelle. Donc c'est vraiment pertinent d'utiliser, la respiration très profonde pour mobiliser ce type de mécanisme exécutif dans la performance cognitive. Alors voilà, bon, c'était vraiment ça que je voulais, aborder avec vous aujourd'hui, donc j'espère que waouh, alors je viens de voir l'heure, donc j'ai pris un petit peu de temps. Mais voilà, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup de l'attention que vous avez portée à cette, présentation et bien sûr, je répondrai volontiers à vos questions, si vous en avez, avec plaisir. Bah, merci beaucoup, Valentin. Merci à toi pour cette présentation. Alors oui, tu as pris un peu plus de temps, mais franchement, c'était passionnant. C'était une très belle vulgarisation de toutes tes études. Et moi, j'ai trouvé ça très accessible aussi. Donc, merci à toi et bravo. Et Merci beaucoup. je vois dans le chat que David Ohar valide également ta présentation et il te recontactera probablement, a-t-il écrit. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, il y en a déjà quelques-unes. Moi aussi, j'en ai pour toi, Valentin. Alors, je sais qu'il y a pas mal de coachs qui avaient déjà regardé les précédents webinaires et qui sont peut-être là connectés aussi ce midi avec nous. Euh, Moi, la question qui m'est venue quand je t'ai entendu présenter, sans faire de corrélation un peu hasardeuse, mais on pourrait se dire que de s'entraîner à pratiquer la respiration lente et profonde, ça améliorerait finalement notre variabilité du rythme cardiaque. Est-ce que ça pourrait permettre euh, au travail de prendre de meilleures décisions, de ne plus avoir de problème de manque de mots ou ce genre de choses, de faire face à des situations stressantes avec plus d'aplomb, plus facilement. Enfin, voilà.
Encore une fois, sans corrélation hasardeuse, mais c'est la principale idée qui me venait en tête quand tu parlais de tes études. Ah, merci Thomas pour cette question, mais tout à fait, en fait, c'est vraiment la direction vers laquelle j'essaie d'orienter mes travaux, de voir si oui ou non c'est bien le cas. Théoriquement, j'ai vraiment envie de répondre oui, parce que, il y a cette idée que si on stimule le nerf vague par la respiration plusieurs fois par jour, ben, en fait, on va mobiliser ces mécanismes exécutifs, donc permettre effectivement de plus facilement accéder à notre lexique mental, de peut-être avoir une meilleure confiance, une meilleure gestion du stress, effectivement, et peut-être de prendre des décisions qui vont apporter un bénéfice, émotionnel, adapté aux fonctions des besoins de l'individu à un instant T. C'est toujours un peu compliqué, hein, notamment dans le cadre du travail, parce qu'on sait qu'il y a cette, un peu cette matrice entre l'urgence et l'importance. Donc, est-ce que c'est urgent, pas urgent, mais je sais que c'est important, mais c'est peut-être pas important. Donc, il y a toujours un peu des mécanismes d'inhibition qui sont associés à ça, de flexibilité, d'inhiber une impulsion immédiate pour derrière avoir une récompense un peu plus sur le long terme, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que normalement, oui, la respiration devrait pouvoir de permettre de réaliser ces tâches avec une meilleure efficacité, effectivement. Ok. Alors ça, c'est pour le monde de l'entreprise un peu. Si on revient sur quelque chose d'un peu plus clinique, et je vois qu'il y a une question qui ressemble à ça là, dans le chat, moi je me demandais si la pratique de la respiration lente et profonde pourrait permettre de réduire l'apparition, en tout cas que ce soit une sorte de prévention des troubles cognitifs légers, des mild cognitive impairment, voire des troubles cognitifs plus importants, et de certaines démences. Je pense aux démences vasculaires peut-être. Je ne sais pas pourquoi je fais le lien, c'est peut-être là aussi encore une fois hasardeux, ou des démences plus connues comme la maladie d'Alzheimer. Est-ce que on sait, dans le cadre de tes revues de littérature, s'il peut y avoir un lien entre respiration et apparition de ce genre de troubles? Alors merci beaucoup. C'est vrai que j'ai vu. Alors là, c'est pareil, je vais rester prudent un petit peu, je vais jouer de prudence. Mais il y a quelques résultats qui sont particulièrement intéressants et qui nous amènent à penser que oui. Notamment l'équipe de Julien Teyer, Naoshi Kaoru, enfin voilà, de différents chercheurs qui sont situés au niveau de l'Université de Caroline du Sud, de Californie du Sud, pardon, c'est pas au même endroit, faut faire attention en géographie. Mais en tout cas, cette équipe-là a commencé à faire du biofeedback auprès de jeunes adultes, mais aussi de personnes âgées. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que sur le long terme, alors c'est quand même assez long, hein, je crois qu'ils ont fait plusieurs séances, 4 fois par semaine, pendant plusieurs semaines. Mais voilà, c'est un programme de respiration sur le long terme. Mais ce qu'ils ont observé à la fin du programme, c'est une réduction du niveau de plaques amyloïdes et de protéines tau chez des personnes non seulement âgées, mais aussi un peu plus jeunes. Donc ça, c'était particulièrement intéressant parce que la protéine tau et les plaques amyloïdes, ce sont des marqueurs qui favorisent l'apparition de pathologies neurodégénératives, voilà, particulièrement Alzheimer, auquel on pourrait penser. Donc ça sous-entend que finalement, on pourrait presque améliorer le système immunitaire cérébral à la microlie et finalement un petit peu mieux nettoyer les synapses, enlever un petit peu plus ces plaques amyloïdes si on réalise de la respiration lente et profonde. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Après, peut-être y avoir des variables confondues, c'est-à-dire que plus on respire, ben, plus on est relaxé, mieux on dort. Dormir, ça participe à la microlie, là, du coup, ça permet d'évacuer ces plaques. Donc, il y a peut-être des variables un peu confondues. Donc, c'est peut-être pas un chemin direct, mais en tout cas, de façon indirecte, ça semble avoir des bénéfices. Ouais, Ok. Bon, une piste intéressante à creuser donc. effectivement. Il y a plusieurs questions dans le chat à propos de la méthodologie à appliquer. C'est souvent les questions qui reviennent d'ailleurs dans nos webinaires. Combien de temps minimum par jour? À quelle fréquence? Pendant combien de semaines? Est-ce que tu as peut-être des éléments généraux à nous donner? Je sais qu'il y a une question qui revient souvent aussi, c'est est-ce qu'il faut le faire 3 fois 5 minutes par jour ou un seul bloc de 15 minutes. Philippe-Antoine, je te laisserai compléter la réponse si tu veux, mais je crois que Sylvain Laborde nous avait fait une très belle réponse aussi il y a 2 semaines. Ah, très chouette. Alors oui, c'est vrai que moi les études que je vous ai présentées, en tout cas, c'était vraiment ce qu'ils appellent là du one shot, donc une session de respiration de 5 minutes. Donc uniquement 5 minutes, en tout cas, ça semble parfois, dans certains cas, avoir déjà des bénéfices qui sont assez intéressants.
Moi, voilà, je serais d'avis de faire, en tous les cas, si on fait de la respiration, d'en faire minimum 5 minutes. J'ai vu passer des études qui montraient qu'en seulement 2 minutes, a priori, il devrait y avoir des bénéfices. Mais j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu que 2. Donc pareil, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que s'il y a très peu d'études, voilà, faut faire un petit peu attention. Donc en termes de recommandations, 5 minutes, ça me paraît être une bonne idée, un peu de guideline mentale à avoir, de dire, bah, voilà, si je fais de la respiration, je vais en faire pendant 5 minutes. Et après, plusieurs fois par jour, effectivement, si on suit, par exemple, la méthode 365, ça semble être très intéressant de faire, au moins 3 fois par jour, pendant 5 minutes. En plus, il y a un petit côté, parce que c'est vrai qu'on est des gens qui sont assez occupés, hein, finalement, dans notre société moderne. On a quand même beaucoup de choses à faire. Et donc, un moyen qui est intéressant, c'était de faire, par exemple, bah, avant chaque repas, d'avoir un peu comme une discipline finalement, un conditionnement un peu classique, et de se dire: «Ah ben, là, j'ai faim, c'est l'heure de faire ma respiration, après je vais manger». Donc du coup, ça permet un peu de se calibrer pendant dans la journée et de s'accorder un petit temps de respiration. Donc ça peut être ça, ça peut être ces petites techniques. Après, est-ce que faire 15 minutes, est-ce que c'est plus bénéfique que de faire 5 minutes 3 fois? J'avoue que j'ai pas vu d'études sur le sujet et du coup, j'aurais pas trop d'informations à vous donner, sur ce point-là. Et moi, je serais ravi d'en apprendre par contre. Donc si Philippe-Antoine, si tu as plus d'informations à me donner, on c'est avec grand plaisir, sur cette question-là, très volontiers. Ouais, alors en fait, c'était une question en effet qu'on avait posée à Sylvain Laborde la semaine dernière, ou enfin, il y a 2 semaines. Et en effet, il avait répondu que d'après les données qu'il avait, une session de 15 minutes aurait plus d'impact direct à court terme sur la stimulation du nerf vague. Il a parlé un peu d'une sorte de coup de poing sur le nerf vague, une sorte de petit shot supplémentaire avec une session longue de 15 minutes, en expliquant que après 15 minutes, d'ailleurs, très spontanément, on a une respiration qui reste automatiquement un peu plus lente et profonde que après une session uniquement de 5 minutes. Euh, voilà, c'était un peu Super les données qu'il intéressant. avait apportées. Ce qui était intéressant aussi avec ce qu'a apporté Caroline Servoz-Couche, qui avait donc fait une présentation plus, on va dire, médicale, plus santé. Elle, avec les études qu'elle a pu mener et les évaluations qu'elle a pu faire, elle catégorise un petit peu 5 minutes pour avoir un effet bien-être, avoir un effet d'équilibre. Et si on veut des vrais bénéfices pour la santé, comme pour du diabète, de la tension artérielle ou de l'inflammation, pour des maladies chroniques, elle vise plus en effet clairement des temps plus longs, avec vraiment une pratique la plus quotidienne possible. OK, très cool. Super intéressant. Et je vois que l'heure file, Philippe, Antoine, je ne sais pas si tu veux conclure ce webinaire. En tout cas, Valentin, merci pour tes éléments de réponse. Avec grand plaisir. Désolé d'avoir une session un peu discussion un peu courte, mais bien sûr, je reste tout à fait disponible par mail, hein, si besoin ou donc voilà, ouais, ouais, c'est avec plaisir, faut pas hésiter. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Valentin. En effet, c'était une présentation très captivante et tellement complémentaire des deux autres qu'on a pu avoir. Donc, merci encore pour toute cette clarté. J'ai communiqué ton email dans le chat. Donc, voilà, il y a des personnes qui l'ont déjà noté et qui ne manqueront pas de te contacter. Et puis, comme évoqué aussi dans le chat, ce webinaire sera disponible en replay sur Zoom et sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie à tous. Merci encore Valentin, merci Thomas, et je vous souhaite à tous une excellente journée et à très vite. Merci beaucoup.